Bonjour Francis. Salut Mario. Alors Hydro-Québec et sa division ILO là, d'efficacité énergétique, là, qui se font pointer du doigt pour avoir eu un fournisseur unique, avoir donné comme un monopole. C'est une drôle d'histoire. En fait, tu sais, moi, je suis très fan de ces affaires-là là, de tarification dynamique. Là. Je joue beaucoup à ça à chaque hiver. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. ILO, c'est comme la Cadillac de ça. Là. C'est que carrément, tu fais installer des équipements à ta maison, puis de manière assez automatique, là, tu peux choisir. Et maintenant, Hydro les paye. Les thermostats intelligents, ils te les remboursent, ils te les payent. Gratuits, là. En fait, c'est un drôle de passe-passe. Mais oui, effectivement. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que Hydro-Québec a donné un monopole à un installateur dans tout le Québec, qui est une entreprise montréalaise qui s'appelle Briton Électrique. Et, bon, évidemment, on a voulu en savoir un petit peu plus. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Hydro-Québec refuse de divulguer ou de partager, de rendre public le contrat. Donc, on a essentiellement un monopole public, Hydro-Québec, qui a créé un monopole privé, Briton Électrique, pour l'installation de ces dispositifs. Là, ils disent qu'ils sont prêts à faire affaire. Si quelqu'un d'autre voulait, ils sont prêts à signer une entente globale avec un autre fournisseur. Ben, ils sont sûrement prêts, mais quand t'as la présidente de la corporation des maîtres électriciens qui dit que ça n'a pas de maudit bon sens, je me demande qui croire. Là. Mais ultimement, les électriciens, c'est quand même un marché concurrentiel. Je veux dire, il n'y a pas de monopole là-dedans. Mais Hydro-Québec, un monopole, crée un monopole de toute pièce. La défense d'Hydro, moi, je l'aurais parlé hier. La défense d'Hydro, c'est de dire, ben là, au moment où on a fait ça, ce monopole-là, il y avait peu de thermostats intelligents. C'était un tout petit nombre qu'il fallait installer. Je comprends. Et là, ils disent maintenant qu'il y en a des dizaines de milliers. Rassurez-vous, on va faire affaire avec d'autres. Mais t'as raison, pour l'instant, ce matin, il y en a toujours un. J'ai écouté ton entrevue est très intéressante, Mario, mais je suis juste... c'est un peu le syndrome québécois là, depuis quelques années, j'ai envie de dire. Quand t'as un petit marché, c'est le moment d'avoir des petits joueurs, pour justement comment ça marche, puis de faire une petite concurrence là-dedans. C'est pas le temps de donner toute la business à une entreprise qui est déjà une grosse entreprise établie. Puis là, à cette heure, tu penses-tu, toi puis moi, là, électricien dans notre salon, on va se lancer là-dedans? Je veux dire, c'est déjà trop gros pour que des petits joueurs puissent s'y intéresser. Et donc, ultimement, tu fais quoi? Mais tu crées une situation oligopolistique qui est pas avantageuse pour le client. Ce qui est aussi un peu malsain, c'est que je comprends que Briton Électrique, tu l'as dit, c'est une entreprise montréalaise. Donc, s'ils veulent installer, eux, donnent en sous-traitance des contrats, mettons, à Rimouski, ou à Rimouski. Mais là, tu comprends que dans le fond, l'entreprise là-bas, elle perd une partie des profits. C'est ce que je comprends. Parce que plutôt que de faire affaire direct avec Hydro, puis d'avoir le plein montant, ben là, tu deviens le sous-traitant avec, en bon québécois, il se garde une cote. L'entreprise qui a eu le monopole se garde une cote puis redonne le travail à d'autres. Et je continue quand même, Mario, d'être un peu embêté par tout ça parce que mettons qu'on adhère là, à la thèse d'Hydro-Québec, il n'y en avait pas beaucoup. Mais tu sais, pas beaucoup, là. C'est quand même beaucoup, là. Tu comprends? On est au Québec, là. Je veux dire, c'est pas 3 installations qui faisaient. Non, c'est 1000, 2000 par année. OK, là. Mais 1000, 2000 à une coupe de... Tu comprends? C'était pas un petit mandat. Mais versus, présentement, ça va être des dizaines de milliers. Parce que là, la gratuité crée de l'intérêt, là. Fine, mais comment qu'on a choisi eux? Tu comprends? Comme sans appel d'offres, de gré à gré, sans vouloir divulguer le contrat. Soit il y a anguille sous roche dans le contrat, puis on les paye une quantité d'argent complètement indécente. Soit M. Briton, parce que c'est une entreprise familiale depuis 2 ou 3 générations, était ami avec Éric Martel, puis tu comprends? Il y a anguille sous roche. Là. Pourquoi on a choisi ceux-là? Il y en a plein des électriciens et des entreprises d'électricité au Québec qui sont d'ailleurs spécialisés dans la maison intelligente, dans l'électrification des propriétés. Pourquoi que c'est eux qui ont eu le mandat, sachant qu'ultimement, oui, il y aura des dizaines de milliers, mais comment qu'à ce moment-là, on a choisi ceux-là sans même demander à 3 entreprises de donner leur meilleure offre? Là, tu comprends? Pour moi, il y a clairement anguille sous roche dans cette affaire-là. Puis les anguilles en font d'électricité en plus. Pas toutes. C'est une sorte d'anguille, les anguilles électriques. Je m'en allais pas là, mais je te le conseille. Bon, l'âge de la retraite qui se repose, même si on n'a pas changé l'âge de la pension à Ottawa, on prend sa retraite de plus en plus tard. On choisit de prendre sa retraite plus tard. Tu as vu certainement cette étude là, de l'Institut du Québec qui est parue ces derniers jours. Emna Braham était en studio hier, notamment pour la décortiquer. Il y a plein d'affaires dans cette étude-là. C'est fascinant pour un économiste comme moi. Mais effectivement, depuis 1998, là, donc grosso modo sur à peu près une génération, un petit peu plus qu'une génération, on est passé d'un âge moyen de la retraite à 58 ans en 98. Hein? Ça m'a frappé parce que c'est jeune, 58 ans. Oh non, ça me plaît, moi.
On est passé de 58 à 65, l'âge moyen de la retraite au Québec, donc 7 ans plus tard. Bon, j'essayais de trouver Il y a un bout où on vit un petit peu plus en santé, mais pas tant que ça. Pas depuis 98. Là. L'espérance de vie a beaucoup progressé après la Deuxième Guerre, là, avec des avancées médicales, puis qualité de vie, etc. Mais non, effectivement. Mais on vit un petit peu plus... On étudie pas mal plus longtemps. Là. Ça, la durée des études, puis le début de la carrière professionnelle, lui, a été retardé quand même longtemps dans la vie. Et après, il y a plein d'autres facteurs. On a des enfants beaucoup plus tard, on accède à la propriété beaucoup plus tard. Puis c'est quand même des facteurs économiques déterminants. Parce que l'étude dit aussi, on n'est plus endetté. Il fut une époque où quand tu arrivais à la retraite, tu avais zéro dette. Oui. Tout était payé. L'Institut dit qu'à 45 ans, les gens étaient presque sur le point d'avoir fini de payer la maison. Là, tu comprends? Tout rare ces jours-ci. Quand tu accèdes à la propriété à 37 ans, tu pas fini de payer à 42, là, généralement. Et surtout, les enfants, comme je dis, moi, j'ai un enfant de 6 mois, Mario, à la maison. Tu comprends que je ne prendrai pas ma retraite à 58 là, quand mon enfant sera dans la fleur de l'adolescence. Là, il y a quand même aussi ces effets-là qui jouent. Et donc, on est plus endetté. On arrive souvent à 65 ans. La maison n'est même pas finie de payer dans certains cas. Fait que c'est sûr que ça incite à travailler encore une couple d'années davantage. Il y a le Québec aussi qui a moins d'argent. Il y a de moins en moins de payeurs là, pour enflouer les coffres. Oui, collectivement, c'est effectivement. Puis ça, c'est dernière affaire. Janie Béhic, la présidente du Fonds de solidarité FTQ, là, qui disait, c'était très intéressant, puis c'est un peu triste, les Québécois sont les retraités, c'est la province où il y a le plus grand nombre de retraités pauvres là, au pays, qui n'ont pas assez épargné, puis qui ont pris leur RRQ trop tôt, puis un paquet de facteurs, mais qui se retrouvent à la fin de leur vie personnelle et professionnelle avec trop peu de moyens, malheureusement. C'est ma position là-dessus. Moi, ça m'arrive des fois d'être mal à l'aise d'entendre des gens, parce que je comprends le rêve de la retraite, puis si tu fais un métier où tu travailles fort, tu travailles dur, tu arrives à un certain âge, tu as mal à 4 articulations, puis t'arrêterais tout ça si tu étais capable, mais des gens qui visiblement, je les écoute parler, puis ils parlent un peu de ce qu'ils ont mis de côté pour la retraite, ils sont pas conscients qu'ils peuvent prendre leur retraite, mais ils vont se bercer sa galerie à regarder passer les chars. Là, les trains, oui. Dans le sens qu'ils s'imaginent une retraite à jouer au golf, à voyager, à faire ceci, à faire cela, mais ils sont pas conscients que ça prend, un bon Québécois, ça prend du fuel. Là, ça prend de l'argent mis de côté beaucoup pour faire tous tes rêves. Là. Moi, je vais te raconter ça très rapidement, mais mes premières interventions de ma vie à la radio, ça a coïncidé avec la fin de la carrière de Myriam Segal, qui est une grande femme de radio dans la région de Québec. Puis j'étais comme pas loin quand elle a fait... Elle l'anime encore, là. Oui, c'est ça, mais bref, le moment qu'elle a pris ça. Mais c'est intéressant parce que... Et elle a dit en ondes, là, tu sais, puis c'est quand même, tu sais, c'est un peu, je sais pas, intime. Elle a dit, j'ai accumulé dans ma carrière 1 million de dollars. Genre, c'est mon pactole. Puis ça va me permettre de vivre avec à peu près 50 000 $ par année, là, tu sais, avec le rendement et tout. Puis c'était ça, tu sais, puis c'était comme, ça m'a comme frappé. Moi, ça fait plusieurs années de ça, là. C'était comme, tu sais, 1 million de dollars. C'était comme, oh, tu as 1 million. T'es millionnaire. Mais si tu prends ta retraite à 55 ans, puis tu vas vivre jusqu'à 95, mettons. Tu veux pas tout gruger ton capital, ben c'est ça, c'est 50 000 par année. C'est correct, là. Je veux dire, on peut bien vivre, mais c'est pas des voyages de golf en Arizona, puis le tour de l'Europe en voyage organisé toutes les 2 semaines. Non, puis c'est ça. Puis quand tu vas arriver à un certain âge, tu vas peut-être avoir besoin encore d'argent pour tes pertes d'autonomie, puis tout ça. Fait que ça... Et si on revient à mon point précédent, surtout si ta maison n'est pas finie de payer, puis que tes enfants sont pas encore passés à travers l'école, puis tu sais, c'est ça, là. Effectivement. Ben, voilà, ça change, mais la prémisse, c'est d'en être conscient, puis après ça, de prendre des décisions en conséquence. Merci, Francis.